Voilà, je crois qu'on est en live, c'est bon. Parce que avec les petites mésaventures de la semaine dernière, je suis toujours un peu perplexe pour me reconnecter. Donc, ravie de vous retrouver. Donc, on est en direct entre Montréal et New York aujourd'hui. Je reçois la franco-québécoise Isabelle Grégoire. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Alors Isabelle Grégoire, que certains d'entre vous ont peut-être découvert il y a quelques semaines avec Rencontre des auteurs francophones lors du Festival des 5 continents qui avait été organisé par l'Organisation de la francophonie et par NYU. On avait le plaisir d'avoir Isabelle qui représentait le Québec. Et donc, je vous invite d'ailleurs à revoir cette jolie petite capsule de 8 minutes. C'était un joli moment entre Isabelle et nous. Isabelle, d'ailleurs, vous insistez pour vous définir comme une auteure québécoise et non pas canadienne de langue française. Et quasiment tous les auteurs québécois que j'ai sur la plateforme insistent sur ce point. C'est quoi? Est-ce que c'est un acte militant? Est-ce que c'est juste culturel ou est-ce que c'est juste une réalité? Le Québec, c'est pas complètement le Canada? Bah, écoutez, c'est une très bonne question. Oui, en fait, c'est à la fois culturel, politique, et évidemment, entre le Québec et le reste du Canada. Bah, le Canada, c'est un pays, mais le Québec est une entité complètement, c'est une nation à part, c'est une culture à part. On parle français, bon, on parle aussi français ailleurs au Canada, dans d'autres provinces, mais je me sens beaucoup plus québécoise. Je me suis toujours dite québécoise plus que canadienne, mais mon passeport est canadien, évidemment. Donc, c'est une question de proximité aussi. Hein, quand on est à l'étranger très loin, on peut être canadienne parce que les gens, peut-être dans certains pays, ne connaîtront pas la spécificité québécoise, mais en francophonie, oui, c'est vraiment le Québec. Et là, comment justement un auteur québécois se place au Canada? Est-ce qu'il existe dans le monde littéraire canadien ou alors est-ce que, du fait d'être un auteur francophone, il existe surtout dans cette région du Québec? Ben, en fait, donc pour être lu au Canada anglais, évidemment, il faut être traduit. Alors, il existe quand même beaucoup de traductions d'auteurs et d'autrices québécois et québécoises. Et donc, la réalité québécoise et toute la culture québécoise est connue aussi par ses films, par ses chansons, etc., ailleurs au pays. Pas forcément traduit quand il s'agit des chanteurs, mais quand, par exemple, pour les films, bon, évidemment, il va y avoir les sous-titres, mais la culture québécoise rayonne beaucoup à l'international. Par exemple, les films canadiens qui sont sélectionnés aux Oscars, souvent, dans les dernières années, ça a été des films québécois. Donc, oui, la culture québécoise rayonne, elle est connue ailleurs, mais il y a encore, comme on appelle, deux solitudes. C'est-à-dire qu'il y a une réalité canadienne-anglaise, il y a une réalité francophone québécoise, et même à Montréal, il y a deux solitudes aussi, parce qu'il y a toute une réalité culturelle anglophone que les francophones connaissent peu et vice-versa. On ne se fréquente pas tant que ça, on ne va pas nécessairement dans les théâtres anglais, etc. Donc, oui, d'ailleurs, il y a toujours ces deux réalités et beaucoup de méconnaissances encore. J'ai d'ailleurs été assez surprise de découvrir dans un reportage sur TV5 Monde des Montréalais qui ne parlaient pas français. Et pour moi, à Montréal, on parlait français. Oui, c'est étonnant. Il y en a encore qui arrivent à se débrouiller, mais je pense que la majorité aujourd'hui font quand même l'effort de parler le français, surtout depuis qu'on a la loi 101 qui fait du français la seule langue officielle au Québec. Donc, toutes les personnes qui arrivent de l'étranger, les immigrants, qui veulent s'installer ici, qui ne parlent pas nécessairement toujours français à 100% en arrivant. Donc, leurs enfants, depuis maintenant plus que 40 ans, doivent aller à l'école en français. Alors, aujourd'hui, on va parler de votre dernier roman, Fille de fer. J'ai vraiment adoré, on va en parler. On va parler de plein de choses, on va parler un peu des femmes aussi, puisqu'il en est question dans ce dernier roman. Alors, quelle place, ça c'est une question que je vous avais déjà posée la dernière fois, mais elle est importante, quelle place occupent les femmes, les auteurs dans le monde de la littérature au Québec? Est-ce qu'elles ont une place qui leur est due? En fait, oui, il y a beaucoup on les appelle souvent autrices ou auteurs, là. Il y a une petite bisbille entre les gens qui n'aiment pas le mot autrice. Mais oui, il y a beaucoup de femmes autrices, auteurs au Québec qui rayonnent aussi à l'étranger, à l'international. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par quelle place. Vous ressentez. Elles ont leur place comme les hommes. D'accord, vous ne ressentez pas effectivement une espèce de petit combat des auteurs pour être... Non, je ne l'ai pas ressenti. Bon, peut-être qu'on publie plus d'hommes, je crois. Il y a eu quand même des enquêtes qui ont été faites là-dessus.
Bon, mais je ne pourrais pas vous dire exactement là, quel est le pourcentage. Est-ce que c'est parfaitement équitable? Peut-être pas, mais bon, Mais moi, en tout cas, vous ne le ressentez pas. Donc ça, voilà, non, je ne l'ai pas et ressenti voilà, vous ne le personnellement, mais je ressentez peux pas. Et croire que dans le milieu de l'édition, il y a quand même parfois peut-être des inéquités. Parfois, peut-être que pour les femmes, c'est plus difficile de publier. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Moi, je n'ai pas eu à vaincre des ce obstacles à ce challenge-là. niveau-là, mais j'étais déjà journaliste depuis longtemps, donc bon, j'étais un petit peu plus connue, mais peut-être que pour une jeune autrice, mais quoi que bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure, en tout cas pas au Québec, là, je ne crois pas. Alors, la première fois qu'on s'est parlé, et qu'on on a été présenté au début par une amie commune, et on s'est parlé, puis alors j'ai vu que votre livre était édité dans une très belle maison qui est québécoise. J'ai vu votre Québec-Amérique. Québec-Amérique, on va en parler. J'ai vu votre formidable parcours de journaliste, tous les retours élogieux sur le livre. Et moi, je vous avais dit, bah, écoutez, on va sauter l'étape du comité de lecture. Je serais ravie de vous inscrire dans la communauté de rencontre des auteurs francophones. Et vous m'avez répondu, non, 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 je vais vous envoyer le livre, vous allez le lire. Et si vous l'aimez, vous l'intégrez. Et j'ai trouvé ça génial, ça m'a plu parce qu'il y avait une grande humilité chez vous, parce qu'on va voir votre parcours, vous avez un très très joli parcours et Isabelle, Il y a il y avait toujours beaucoup beaucoup de d'humilité. doutes, vous savez, Non, non, même non, non, après toutes ces années. Donc, Et puis alors finalement j'ai lu le livre, hein, j'ai obéi, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré plein de choses, j'ai adoré l'écriture, mais j'ai aussi adoré tout ce voyage dans le Grand Nord du Québec que je connaissais pas, enfin par quelques séries sur TV5 comme je ne sais plus comment s'appelle ce film d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais je connaissais pas. Et puis ces personnages de femmes atypiques, de femmes résilientes dans des métiers d'hommes, des métiers qu'on connaît pas non plus. Enfin, il faut être québécois pour connaître tous ces milieux-là. Et puis il y a une histoire d'amour aussi, puis sur fond de thriller, et puis tous ces questionnements sur le monde actuel, parce qu'il est rempli de plein de choses, ce livre. On va parler des différents points que vous abordez, mais vous abordez énormément de choses. Donc, au-delà du livre, du roman, il y a quelque part aussi un reportage de société. On va revenir d'abord sur votre parcours. Alors, vous êtes franco-canadienne, je le disais, alors j'ai envie d'être un peu curieuse. oui. Alors, quel est le parcours géographique d'Isabelle? Est-ce que la France a occupé un moment de votre vie, ouais, en fait, d'autres pays dans le monde? Il y a beaucoup de voyages, effectivement, dans l'histoire de ma famille. En fait, ma mère était française de Marseille, mes grands-parents maternels corse, et mon père est venu faire un voyage en Europe, est allé faire un voyage en Europe après ses études, et donc il a rencontré ma mère. Ma mère est venue vivre, donc est partie de Marseille, le pays du soleil, pour venir vivre à Québec, Ah oui, le pays du c'est un froid. choc, Donc, c'est un choc voilà, important. ça a été déjà, c'est parti d'un voyage en fin de compte. Et puis, toute la famille de ma mère, côté maternel, donc, était une famille de marins, donc beaucoup de voyages aussi à travers la planète. Mon père était un grand voyageur, donc tout ça, ça a marqué évidemment mon parcours à moi et puis celui d'autres personnes de ma famille aussi qui aiment beaucoup les voyages. Mais donc, plus tard, moi, bon, je suis née à Québec. Et après, vers l'âge de 20 ans, je suis partie étudier et vivre à Paris. J'y suis restée plusieurs années. Puis là, je suis revenue travailler ici à Montréal comme journaliste, mais je n'avais pas fait d'études ici, je n'avais pas vraiment de contact à Montréal. Donc, il a fallu rebâtir ça. Même si j'étais née ici, je me sentais un peu étrangère parce que je n'avais pas travaillé encore vraiment ici, à part des petits boulots quand j'étais étudiante avant de partir. Donc, voilà. Quand on vous écoute, on vous sent extrêmement québécois. C'est pas seulement dans l'accent que j'adore, mais vous revendiquez cette double culture, cette double nationalité. Oui, tout à fait. Moi, je me sens vraiment double. C'est vraiment double. Et un peu comme mon personnage de fille de fer qui est double. Bon, ben, elle est métisse, alors c'est encore peut-être plus fort. Mais donc, moi, mère française, père québécois, oui, ça a toujours beaucoup été ces deux parties-là de moi qui s'affrontent et qui se complètent et qui. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui est français. Là, ça peut varier aussi. Parfois, c'est mêlant. Mais oui, parce que ça s'entend dans la façon dont je parle aussi, parce que c'est vrai que quand je suis en France, ben, je vais reprendre plus mon accent français. Quand je suis ici, plus mon accent québécois, mais en fait, c'est toujours un peu mélangé. Donc, oui, parce que les gens qui ne connaissent pas le Québec ne se rendent pas toujours compte que c'est pas parce qu'on a une langue commune qu'on a
un héritage commun et surtout une façon d'être. Et moi, enfin, pour avoir rencontré nombre de Québécois, parce que j'adore les Québécois, je trouve parfois vraiment entre les Américains et les Européens, vous avez beaucoup de choses culturellement des En fait, on Américains. est des Nord-Américains qui parlent français. C'est pas moi qui ai Ouais, inventé ça. Je ne ouais. sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai. Donc, il y a une mentalité plus nord-américaine. Mais effectivement, pour des immigrants français qui viennent s'installer au Québec, au départ, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'intégrer très facilement. Ils sont venus en vacances 2 semaines. Ils ont trouvé que les gens étaient tellement chaleureux et tout. Ouais. Le contact de la réalité, ensuite, quand ils arrivent ici pour travailler ou étudier, souvent, il y a un petit choc là, ils n'ont pas prévu. Alors que si ils vont comme vous aux États-Unis ou ailleurs au Canada ou dans les provinces anglophones, il y aura moins ce choc-là parce qu'ils s'attendent déjà à avoir une grande différence. Tandis qu'avec le Québec, ils pensent qu'il y a une proximité. Ouais, ouais. Et c'est seulement des fois, au bout de plusieurs mois, voire un an, qu'ils vont vraiment se rendre compte de ce choc culturel-là qu'ils n'avaient pas prévu avant de partir. J'ai prévu d'en parler justement parce que j'ai vu autour de moi pas mal de Français partir et je me suis posé nombre de questions quand je les vois évoluer. Donc, on en parlera en fin d'émission de façon un peu anecdotique. Alors, vous le disiez, donc famille de voyageurs, donc vous-même une grande globe-trotteur, je ne sais pas si on dit encore ce mot-là, globe-trotteur, et vous avez réalisé des reportages dans plus de 40 pays. C'est un formidable tour du monde, c'est une superbe aventure. Oui, oui, j'ai été chanceuse parce que, bon, en fait, j'ai commencé à... Ben, chanceuse, en fait, je l'ai voulu, cette chance-là, mais... Oui, mais c'est pas grave, c'est les deux, c'est les deux. Oui, c'est ça. Donc, en sortant de l'école de journaliste à Paris, j'ai été pigiste pendant quelques années pour toutes sortes de magazines et ensuite, j'ai commencé à travailler pour un magazine de voyage qui, là, m'a emmenée à voyager partout dans le monde. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, je faisais des reportages touristiques, mais également, à chaque fois, je m'organisais pour faire des piges sur des sujets plus société. Donc, j'essayais d'ouvrir un peu les horizons là-dessus. Puis, donc ça a été quand même une bonne partie au début de ma carrière de journaliste, en fait, j'étais vraiment dans le tourisme. Puis en revenant au Québec, toute cette expérience-là m'a quand même servi parce que là, j'ai pu commencer à travailler pour le magazine québécois L'Actualité, qui est un magazine d'affaires publiques, qui est un mensuel maintenant. À l'époque, il était bimensuel. Et puis, donc là, pour faire toutes sortes de sujets société qui m'intéressent, sur les femmes. On le voit, hein, parce qu'on le voit dans les livres avec tous les sujets de société justement abordés. Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont plus marqué? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont plus marqué que d'autres? Des rencontres aussi peut-être? Oui, en fait, je pense que c'est surtout les rencontres qui me marquent davantage que les paysages. Je dirais que dans les dernières années, là, si je fais abstraction des premières années de tourisme, de journalisme touristique, dans les dernières années pour le magazine L'Actualité, je pense qu'un des reportages qui m'a le plus marqué, c'est au Japon avec les hikikomori. Donc, j'avais eu une bourse qui est remise par la Fédération des journalistes du Québec qui permettait d'aller 2 semaines au Japon avec un projet de reportage, avec une interprète sur place et tout. Et donc, j'avais ce sujet sur les jeunes reclus du Japon. Donc, les hikikomori, c'est des jeunes qui vivent en retrait de la société et qui restent dans leur chambre. Donc, en fait, ça a été extraordinaire parce que c'était de découvrir une toute autre culture, mais avec la chance d'avoir une interprète avec moi pendant 15 jours qui me suivait et avec laquelle j'avais développé une complicité parce que c'est sûr que de travailler avec une interprète, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai l'habitude de poser des questions, puis à un moment donné, tu vas couper parce que là, la personne est un peu longue, mais parfois, c'était très, très long parce que les Japonais aiment bien revenir sur l'histoire et tout. Donc, on avait développé une complicité, puis on pouvait travailler en bonne entente comme ça. Et ça a été vraiment fascinant, oui. Il y a des sujets qui vous ont bouleversé. Vous vous êtes dit, je ne sais pas si j'aurais dû y aller, qui vous ont… bouleversé, oui. Je vous ai perdu un petit peu, mais je pense que j'ai compris le début de la question. Donc, bouleversé, oui. Ému, oui. Mais toujours avec un espoir au bout. Donc, par exemple, j'étais en reportage pour L'Actualité, toujours au Bangladesh, un reportage sur les bateaux-écoles qui ont été créés dans le pays parce qu'en fait, comme il y a la mousson, souvent les écoles devaient fermer, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école parce que les chemins étaient pleins d'eau. Donc, il y a un jeune architecte bangladais qui a eu l'idée de créer des bateaux pour aller chercher les enfants. Et là, je suis montée à bord de ces bateaux-là, j'ai passé du temps et c'était très, très émouvant de voir les petites filles parce que c'est souvent les petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'il y a trop de marches à faire, leurs parents ne préfèrent pas, les petits garçons vont y aller.
Les petites filles, non. Donc, en fait, tout ça m'avait vraiment beaucoup bouleversée de voir ces enfants-là qui étaient tellement contents de pouvoir aller à l'école. Ouais. Parce que l'école est donnée sur le bateau. Donc, bon, puis il y en a plein d'autres hein, sur l'éducation des enfants un peu partout dans le monde. Il y a une spécialité dans votre journalisme ou c'est effectivement… Ben moi, j'aime faire le plus de sujets possibles et imaginables, mais c'est vrai que dans les dernières années, là, pour le magazine L'Actualité, j'ai fait beaucoup de reportages en éducation au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. Puis beaucoup de reportages sur l'immigration aussi. Mais sinon, ça va être toutes sortes de sujets, aussi bien sur les femmes, la violence conjugale. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres avec des écrivains, soit québécois, français, américains ou anglais. Donc, ça m'a donné quand même aussi pas mal de trucs. C'était intéressant de parler à des sujets avec eux. Exactement. Donc, puis bon, il va y avoir des sujets québécois aussi qui sont tout à fait passionnants, sans aller voyager si loin, à Montréal même. Il y a plein de sujets très intéressants que j'ai pu couvrir. Par exemple, passer une nuit complète avec un monsieur qui s'appelait Pops, qui accompagne les jeunes itinérants, les jeunes qui sont sans abri à Montréal. Donc, on allait les rencontrer. Donc, tout ça, quand vous parliez de bouleversant, oui, c'est toujours intéressant de parler avec eux, d'échanger avec eux, de voir comment eux voient la ville de Montréal et tout. Donc, oui, à la fois à l'étranger et ici, chez nous, il y a toujours à découvrir. Oh que oui, toujours des sujets à faire. D'ailleurs, vous travaillez donc pour la presse québécoise, vous en parlez, vous travaillez aussi pour la presse française. Est-ce que, alors, hors Covid, bien évidemment, est-ce que c'est une excellente excuse pour vous de traverser l'Atlantique régulièrement? Ben, oui, en fait, effectivement, d'habitude, je voyage beaucoup plus, mais là, depuis le mois d'octobre, je suis ici à Montréal. Je pense pouvoir repartir bientôt en France parce que là, en ce moment, on vit, mon mari et moi, entre l'île dans le nord de la France et Montréal. Donc, en général, on fait 6 mois, mais là, c'est beaucoup plus, on est resté beaucoup plus ici. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la possibilité de vivre à quelque part, comme vivre à Lille, découvrir l'île. Je connaissais bien Paris, je ne connaissais pas l'île assez bien. Et là, maintenant, de vivre vraiment sur place, de se faire des amis sur place, c'est vraiment la meilleure façon de prolonger la vie. C'est une jolie ville qui a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. Oui, j'aime vraiment. D'ailleurs, on a quelques auteurs, on a aussi une libraire que j'embrasse parce qu'elle nous écoute régulièrement. Alors, bien évidemment, la question que je vous pose, parce que vous êtes un petit pigeon voyageur, vous vivez comment depuis le mois d'octobre, cet enfermement? Vous avez réussi quand même à bouger un peu au Canada? Je n'ai pas bougé à part d'aller à Québec voir ma famille et mes amis à Québec, mais à part ça, je n'ai pas bougé. Mais donc, moi, j'avais prévu, ça tombait bien, j'avais prévu de m'arrêter pour écrire mon 3e roman. Donc, et puis mon 3e roman, sans en dire trop, parce que je suis toujours un peu superstitieuse, il y a quand même un thème sur l'enfermement, l'isolement. C'est parfait. Donc, ça tombait quand même assez bien. Ça tombait parfaitement bien. Ça tombait très bien. Donc, je le vis moi-même. Mais je ne vis pas ça mal, moi, de vivre, de travailler, parce que ça fait quand même plusieurs années que je travaille en télétravail. Oui, non, c'est juste effectivement la non-possibilité de voyager un peu comme… la non-possibilité de voyager, c'est sûr que c'est très frustrant, mais bon, en même temps, on est plus là. Bon, c'est sûr, puis on ne peut pas voir tellement les amis non plus, ni la famille, donc ça c'est quand même triste, là. Mais je compatis avec des amis qui, elles ou eux, ont plus de difficultés à ne pas travailler avec une équipe puis de voir toujours du monde. Moi, j'ai cette habitude-là. Par contre, de faire des reportages sur le terrain, ça manque. Là, j'ai hâte de recommencer. Là, j'en ai un la semaine prochaine. Là, voilà, vraiment hâte. C'est très bien. Oui, c'est ça. Alors, pour finir un peu votre parcours, parce qu'on va passer à ce roman, vous avez remporté aussi plusieurs prix journalistiques et de façon anecdotique, vous collaborez d'ailleurs à un rendez-vous annuel du Nouvel Observateur, de l'Express, pardon. De l'Express, dit-elle, c'est corrigé. De l'Express. Et c'est drôle parce que lors de mon voyage à Paris, mon dernier voyage à Paris, j'ai acheté s'installer au Canada
pour voir ce qu'il y avait, puis pour se dire peut-être qu'un jour, on traversera la frontière, on verra. Alors, c'est drôle parce que quand vous m'avez dit que vous étiez en plein bouclage pour le nouveau numéro, je me suis dit, mais je connais ce magazine, il est très intéressant. Alors, justement, je voulais vous en parler un peu de tous ces Français qui sont en train d'arriver au Québec. Alors, vous nous avez parlé effectivement de ce côté-là à vous, que ce n'est pas facile pour un Français parce qu'il s'attend à trouver autre chose. Moi, j'entends aussi parfois un autre son de cloche qui est que les Français ne s'intègrent pas nécessairement. Ils ne font pas nécessairement l'effort et qui ne sont pas toujours donc finalement bien vus au Québec. C'est un peu votre sentiment, vous qui êtes entre les deux. Effectivement. Alors, il y a tout ça, c'est-à-dire que, bon, il y a les Français qui viennent à Montréal et qui retrouvent les autres Français qui sont déjà à Montréal et qui vont être en colocation dans le quartier du Plateau-Mont-Royal. Le plateau, paraît-il. Jeunes. Donc, là, ça, c'est vrai. Et il reste beaucoup, beaucoup entre eux. Ça, c'est vrai, c'est connu. Puis maintenant, le quartier du Plateau, c'est un quartier français. Là. Tu trouves tous les produits français que tu veux, etc. Bon, alors, il y a ça, mais il y a aussi plein de Français qui ne veulent pas habiter sur le plateau. Donc, déjà, ils font un choix de rester entre Français. Il y en a beaucoup qui vont, de plus en plus, qui vont en région. Et là, d'aller en région plus éloignée, ben, ils n'aiment pas ça quand on dit ça, mais mettons la Gaspésie ou Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi, ben, quand tu vas dans ces régions-là, tu es bien obligé de t'intégrer et tu ne vas pas nécessairement avoir ta petite confiture spécifique ou tes croissants. Bon, mais là, tu vas vraiment être obligé de t'intégrer beaucoup plus. Alors, tous les Français, parce que j'en ai fait beaucoup de reportages depuis plusieurs années pour ce numéro-là, puis je vois l'évolution aussi. Hein. Donc, au départ, bon, les Français qui viennent au Québec ont quand même changé depuis 50 ans. Ça ne fait pas 50 ans que je fais des reportages sur ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pendant longtemps une image des Français et ils ont eu encore parfois, il y en a qui se font traiter de maudits Français. Ça, c'est bon. Et ça, d'où ça vient? Il y en a eu beaucoup qui sont venus pendant des années, les années 60, 70, qui arrivaient et qui trouvaient que les Québécois parlaient mal, que les Québécois mangeaient mal, buvaient mal, et donc, eux allaient leur apprendre comment bien manger, bien boire et bien parler. La fameuse arrogance française. Ça a énervé beaucoup de monde ici, avec raison. Et là, maintenant, ils sont un petit peu plus modestes. Ils vont moins vouloir donner des leçons. Et donc, là, je pense que ça reste encore cette qualification-là, mais disons que beaucoup moins méritée que ça a pu l'être pendant des années. Bon, bah, très bien. Bravo aux Français. Il faut continuer comme ça, parce qu'ils continuent d'arriver, alors pas en ce moment, effectivement, mais vraiment beaucoup. Oui, le Québec a énormément besoin de main-d'œuvre qualifiée. Oui, je sais. Migrants, et donc, il y en a beaucoup qui viennent travailler ici, qui sont recrutés parfois directement en France pour venir, que ce soit dans la santé, en éducation, des enseignants. On a besoin de monde dans tous les secteurs. Donc, c'est pour ça que le hors-série de l'Express, maintenant, on le fait chaque année. C'est donc un message pour les Français de France qui nous écoutent. Ils sont les bienvenus, donc ils n'hésitent pas. C'est sûr qu'en ce moment, c'est plus difficile. C'est sûr que c'est des restrictions sanitaires, mais ça ne va pas durer. Puis il y a des gens quand même qui sont capables d'arriver ici. Oui, même. Je vois ça. Je vois qu'il y a des gens qui continuent d'arriver quand même. Mais là, bon, il y a des tracasseries administratives. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais disons que c'est un peu compliqué ces temps-ci, Canada et Québec. Bon, alors maintenant, on va parler du roman. Donc, le roman. Alors, d'abord, un premier roman sorti en 2014, Saut au galant, qui m'attend sur ma table de nuit, que j'ai hâte de lire. Mais beaucoup trop d'actualité des rencontres des auteurs francophones pour passer le temps de lire à loisir. Donc, celui-ci, Fille de fer, est sorti en 2019. Et puis, il y en a un troisième qui est en cours. Vous allez commencer à nous en parler. On dira peut-être un tout petit mot en fin d'entretien sans rien dévoiler. Alors, le résumé de ce roman. Donc, seule femme dans un monde d'hommes, la narratrice, Marie, est conductrice de train minier dans le nord québécois. Alors, elle est victime d'un accident, un soir de tempête, et elle est recueillie par un mystérieux ermite, un bel homme quand même. Hein. Donc, sur fond de préoccupations environnementales, parce que ça, on va en parler, de tensions entre les Blancs et les Autochtones notamment, et ben, il y a cette histoire d'amour qui pourrait très mal finir. On n'en dit pas plus. Donc, voilà un peu le résumé du livre. Alors, Fille de fer, donc c'est Marie. Alors, bien sûr, ma première question, c'est de savoir si Marie existe, si elle est née d'une rencontre et d'un reportage. Oui. Alors, effectivement, il y a 10 ans maintenant, j'ai rencontré Kim Gélina, qui est
qui était la première conductrice de train sur la Côte-Nord, donc conductrice de train minier, pas de passagers, mais minier. Et donc, elle conduit ce train qui est très, très long, qui fait 2,5 km de long, 240 wagons. Et elle le conduit seule parce que la compagnie minière a décidé il y a quelques années qu'il y aurait seulement un conducteur ou une conductrice par train. Enfin, là, en l'occurrence, c'était une conductrice. Puis c'est la seule, parce qu'il y en a pas, il y en a une autre, mais qui a démissionné aussi. En Ah oui, fait, donc c'est elle ne toujours l'est la plus. seule. Oui, c'est ça. Elle était Wow. la seule. Et là, en ce moment, je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais c'est tellement un milieu difficile, alors qu'au Québec, quand même, les femmes travaillent dans à peu près tous les domaines, mais il y a encore des domaines réservés très, très masculins, dont la mine et le chemin de fer, et surtout le chemin de fer minier. Alors, Donc, j'ai parti d'une rencontre avec cette femme que j'ai trouvée exceptionnelle et qui m'a énormément marquée. Cette rencontre m'a marquée et après, je me suis dit, mais il y a vraiment une histoire que j'aimerais lire, moi, déjà. Alors, ben, j'ai inventé une histoire que j'aurais eu le goût de lire. ouais, c'était ma question de savoir comment une rencontre formidable d'un personnage tout à fait atypique devient votre personnage principal du roman. Donc, il y a vraiment eu un déclic de dire j'ai envie d'écrire une histoire dessus. Oui, tout de suite, ça n'a pas été long. Bon, dès que je suis rentrée et que j'ai raconté cette histoire à ma fille qui était petite encore, quand je lui ai parlé de ça, elle a dit tout de suite qu'elle voulait devenir conductrice de train. Puis on a imaginé toutes sortes d'histoires qui pouvaient se passer dans ce territoire-là. Et bon, là, j'ai imaginé cette histoire avec ce mystérieux ermite dans la forêt. Bon, voilà. Mais pourquoi elle vous a plu aussi, Marie? Est-ce qu'elle vous a plu parce qu'elle se bat seule, avec une résilience incroyable pour évoluer dans ce monde d'hommes? Oui, elle est à la fois très forte et en même temps fragile. Elle est femme, oui, elle est très femme aussi. Elle est très forte, oui, c'est ça. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai toujours été très intéressée par ces femmes qui percent dans des milieux qu'on dit traditionnellement masculins. Donc, ça veut dire dans des milieux où c'est une majorité d'hommes qui travaillent. Et en plus, pendant 10 ans, moi, j'ai fait les portraits de... Parce que le Québec, le ministère de l'Éducation du Québec organise chaque année un concours pour inciter les jeunes femmes ou les femmes, bon, les jeunes femmes quand elles sont encore étudiantes, puis les femmes en général, à choisir pour un métier ou une profession traditionnellement masculin. Donc, non traditionnel pour les femmes. Ouais. Et donc, ce concours-là, chaque année, qui est organisé par le ministère de l'Éducation, sélectionne 50 lauréates et les 50 lauréates sont présentées à l'Assemblée nationale du Québec. Mais là, avec la pandémie, ce n'est pas le cas, mais disons que ces femmes-là remportent ce concours parce que grâce à leur parcours. Et moi, pendant 10 ans, j'ai fait 500 portraits de ces femmes. Wow, c'est extraordinaire. Fait que j'ai lu 500 portraits de femmes. Donc, en fait, j'ai vu passer leur lettre de motivation, leur CV, leur parcours. Et donc, ça m'a marqué forcément. Donc, déjà, ça m'intéressait. Mais là, de les lire et de voir toutes les embûches qu'elles avaient pu avoir, ben, ça a nourri le personnage de Marie aussi. Dans votre milieu à vous, donc dans le journalisme, vous n'avez jamais été confronté à ce problème de la place de la femme? Bon, non, à part quelques anecdotes dont je n'ai pas nécessairement envie de parler, mais je n'ai pas ressenti la même chose que ce que peuvent sentir des femmes, par exemple, qui veulent rentrer, comme même pour être pompière ou pour être policière. Ou, bon, là, il y a des professions qui deviennent de plus en plus, même en génie civil, génie informatique, il y a encore... bon, c'est sûr que l'École polytechnique là, vient d'annoncer, je pense que c'est 30% cette année de femmes qui sont diplômées, ce qui est pas mal par rapport à n'importe quoi, mais je sais que ça a beaucoup amélioré, ça s'améliore énormément, mais il reste des domaines vraiment où c'est difficile pour une femme de percer et on va lui faire sentir qu'elle n'est pas à sa place. Et moi, je trouve ça complètement moyenâgeux de voir... au Québec, en 2000, ben là, quand j'ai fait mon enquête, c'était entre 2015, 2017, 2018, et de voir qu'encore, ça existait encore, ça, et que ces femmes-là avaient du mal à vouloir faire un métier qu'elles aiment par ailleurs. Justement, j'allais vous demander dans vos 500 portraits, quels sont les métiers encore où c'est extrêmement difficile parmi toutes ces femmes avec qui vous avez parlé, lesquelles ont dû se battre plus que d'autres. C'est sûr que tout ce qui est le monde minier, ça c'était un milieu difficile, le milieu de maritime aussi.
les transports routiers. Bon, ça va être à la fois aussi dans certains domaines de la science, ou comme je disais tout à l'heure, l'informatique, génie logiciel, il y a peu de femmes encore. Est-ce qu'on leur mène la vie dure? Je ne crois pas, mais je ne peux pas parler pour elles. Où ça en est aujourd'hui? C'est sûr que c'est plus difficile dans certains métiers, vraiment comme là, celui dont je parle, le chef de train. Donc, il y a une formation pour ça. C'est extrêmement dur. Enfin, on voit oui, ça même au collège, même pendant la formation, c'est pas évident. Là. Non, mais on voit cette femme qui a la tête de son train toute seule, qui perd des paysages extrêmement rudes, où il peut se passer n'importe quoi. En plus, il faut de la force. On lui dit qu'à l'époque, c'est pas une job de fille. On lui dit qu'il faut de la force pour le faire. Donc, alors, et quand je raconte que Marie s'entraîne et doit être forte physiquement, c'est parce que quand le train, 2 wagons vont se séparer, c'est qu'il y a... oui. Je ne me rappelle plus du nom en français, mais en anglais, c'est donc, de soulever ça, c'est quand même assez lourd, mais c'est lourd pour un gars aussi, là, donc c'est pas juste pour... Et elle était assez forte pour le faire, mais elle a eu beaucoup de brimades. En fait, on ne voulait pas d'elle. C'est vraiment un rappel de ce qui se passait à l'époque, il y a longtemps, là, dans les mines, sur les bateaux, je ne sais plus quel domaine encore, où ça portait malheur qu'une femme soit une femme à bord. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on la traite de sorcière, parce qu'on pense que c'est elle qui porte malheur aux hommes. Ouais. Quand je vous écoute, et puis avec les idées que j'ai un peu dans la tête, on a souvent l'impression que le Canada est quand même en avance sur tout ce qui est droit, de façon générale. Et puis, droit de la femme, vous écoutez, ne serait-ce que ces lauréates, là, chaque année, oui, c'est une bonne idée. Ces femmes qu'on pousse à intégrer les métiers d'hommes. Et oui. Vous qui avez beaucoup voyagé, et notamment souvent en France, est-ce que vous comparez, est-ce que vous dites que finalement le Canada est quand même en avance sur pas mal de choses à ce niveau-là? Oui, je pense que par rapport à la France, en tout cas, je vais peut-être comparer juste les 2 pays que je connais le mieux. Là, je vais parler du Québec puis de la France. C'est sûr que les femmes ont plus leur voix et leur place ici qu'en France encore maintenant. Quoique là, c'est vraiment en train de changer depuis les dernières années. On le voit, là, les jeunes françaises prennent vraiment leur place. D'accord. Ah oui, là, vraiment, il y a un grand, grand mouvement qu'on sent. Et moi, je vous dis, il y a quelques années, ma fille a 23 ans, là, mais quand je l'emmenais en France, qu'elle était petite et qu'on achetait des petits magazines pour enfants, c'était désespérant de voir les histoires, comment c'était tellement genré. Ça n'avait aucun sens. C'était impossible ici que je trouve un magazine pour enfants où il y avait, sauf si c'était un magazine français, là. Mais ça me choquait beaucoup. Même d'aller voir Guignol aussi au Jardin du Luxembourg, aussi des trucs. Donc, je pense qu'il y a quand même une image de la femme des petites filles qui est en train de changer, mais... Et on en revient à ce grand fossé culturel, finalement, entre la France d'Amérique du Nord et la France européenne. Alors, dans ce livre, donc, Filles de fer, on voyage dans le Grand Nord, c'est sublime, hein, même si ça a l'air extrêmement hostile, ça a l'air, enfin, voilà, on a tous envie d'être sur un traîneau de chien et de suivre ces personnages. Il y a balade en traîneau à chien. Ce Grand Nord, là, vous le connaissiez bien ou après le moment où vous avez commencé à écrire ce livre, vous vous êtes dit, il faut que j'y aille, il faut que je le sente en moi? Bon, alors d'abord, il faut que je dise une chose, c'est que le Nord au Québec et au Canada, mais là, je connais plus le Nord au Québec. Le Nord, c'est vraiment une notion encore assez abstraite. Parce que le Nord, il y a plusieurs Nords. Il y a le Nord-Nord, le Grand Nord, le Moyen Nord, le Nord plus proche de nous. Le Grand Nord, c'est vraiment tout au nord, c'est 55e parallèle, donc c'est vraiment très, très haut. Et là, j'y suis allée, j'ai été chanceuse, je suis allée pour visiter une mine et rencontrer des Inuits qui vivent dans les villages alentours et qui avaient été recrutés par cette mine-là. Donc, je suis allée tout au bout du Québec, là. Ça s'appelle d'ailleurs, il y a un endroit, le nom est assez drôle, c'est la baie Déception. Tout au nord, en haut, là. Donc, en fait, c'est semble-t-il qu'il y avait un capitaine qui était arrivé, il pensait qu'il allait pouvoir continuer, mais non, ça s'est fait. Donc, c'était la grosse déception. Donc, en fait, après, le nord dont je parle dans Filles de fer, c'est un nord qui est un peu plus au sud de ce grand nord-là, et c'est vraiment aux confins du Labrador. Donc, on voit sur la carte du Québec, là, Shefferville, c'est dans la petite, c'est dans un petit recoin, là, si on peut dire, sur la carte. On voit le Labrador est là, et
Québec, Shefferville, c'est au Québec. Et quand on remonte en train, l'heure change parce qu'il y a 1 heure de moins au Labrador. Donc, à chaque fois qu'on traverse un tout petit peu la frontière du Labrador, on voit sur notre cellulaire que l'heure a changé. Donc, c'est vraiment tout près du Labrador, Labrador City. Et là, en fait, c'est pas tant de kilomètres que ça de faire cette île au bord du fleuve, sur la côte nord, au bord du fleuve Saint-Laurent, pour remonter jusqu'à cette île avec son train. C'est 500 kilomètres, mais ça prend à peu près 14 heures. Wow. Parce que le train roule très lentement. Il y a des limitations parce que, comme vous comprenez, il mesure 2,5 km, puis 240 wagons, ça se conduit pas comme un TGV, ça c'est... Puis les rails sont prévus aussi pour soutenir le poids, parce que quand il descend chargé de boulettes de fer, là, ça pèse très, très, très lourd. Je pense que ça pèse 20 000 tonnes. Ah, effectivement. Et c'est une femme, Marie, qui conduit ce train-là. Oui. Alors, je rappelle quand même que Filles de fer est disponible en exclusivité aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones. Je suis très fière de l'avoir, ce livre. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste un petit stock. Donc, n'hésitez pas à le commander aujourd'hui ou dans les heures qui viennent. Alors, je disais, c'était un livre aussi qui donne une classe de choix aux autochtones. Marie est une femme multiple, puisqu'elle est métisse. Pourquoi avoir fait de ce personnage un personnage métis? Est-ce que c'est aussi une façon pour vous aussi de rappeler que vous êtes également double, des cultures différentes? Double, oui, c'est exactement. ça. Oui, ouais. Bon, donc j'aimais cette idée-là. Je trouvais qu'elle était quand même représentative de beaucoup d'aspects du Québec. Puis son côté nomade, son côté de jamais se sentir vraiment à sa place nulle part, d'être en quête d'identité aussi, ça c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc je trouvais que ça collait bien. Et puis, bon, j'ai eu la chance de faire des reportages dans plusieurs communautés autochtones. Donc je me sens pas... Moi, je ne suis évidemment pas autochtone, mais j'ai pu parler avec énormément de gens, donc qui m'ont confié beaucoup de choses, donc ça a nourri le personnage. Bien sûr. Et puis, donc, le fait qu'elle soit par sa mère d'origine de la nation Cri, où j'étais allée, là, donc il y a beaucoup de communautés Cri autour de la baie James. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce que son père à elle est français, le père de Marie, du personnage est français. Il est venu, lui, c'était un de ces maudits français qui sont venus dans les années 70 pour enseigner. Et puis, ils se sont rencontrés parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui allaient enseigner dans les communautés. D'ailleurs, il y en a encore aujourd'hui. Et donc, tout ça fonctionnait bien. J'aimais bien qu'elle soit double comme ça, à la fois française et... On en est où au Québec avec les autochtones? Est-ce que la question est réglée? Est-ce que c'est toujours très sensible? Je pense que là, ça ne va pas nécessairement me tenter de parler pour les Autochtones, mais bon, je pense que les Autochtones prennent de plus en plus leur place et on les entend de plus en plus. Entre autres, il y a de plus en plus d'auteurs, d'écrivains, de musiciens, de cinéma également. Donc, je pense que ça, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à régler, oui. Bon, il y a encore donc, c'était important. C'est un gros problème. C'était important pour vous de parler un peu de ça, même si en fait, moi, ce qui était important pour moi comme journaliste, c'était d'aller à leur rencontre, d'aller dans les communautés. Et puis ça, c'est le magazine L'Actualité qui m'a donné cette chance-là. Moi, je suis née à Québec et je connaissais ce qu'on appelait à l'époque, maintenant, on ne l'appelle plus le village Huron, mais en tout cas, je connaissais la communauté Huron. Maintenant, c'est plutôt Wendake, les Wendat. Mais donc, je connaissais cette communauté-là, c'était tout. Mais quand je suis revenue au Québec, l'Actualité m'a donné la chance d'aller dans plusieurs communautés. J'ai fait une quinzaine de reportages un peu partout, dans toutes les régions, auprès de différentes communautés. Et pour moi, c'était extraordinaire d'aller les rencontrer, discuter avec eux et d'essayer de comprendre en fait tout ce qu'ils ont pu vivre. Et ça, j'ai découvert énormément parce que même à l'école, on ne connaissait pas leur histoire, on ne savait pas qu'il y avait toutes ces langues magnifiques qui sont enseignées maintenant dans beaucoup de communautés. Donc, c'était ça surtout, moi. C'était y aller avec beaucoup d'humilité, d'empathie, de curiosité et d'échanger parce qu'on ne se connaît pas. Là encore, c'est une autre solitude. Ça. On ne se connaît pas, on se connaît mal. Et le fait et pour revenir à Filles de fer, le fait d'être montée à bord du train, parce que je n'ai pas pris le train minier, bon, c'était impossible à cause des questions de sécurité, mais j'ai pris la même ligne de chemin de fer qui est pour les passagers.
je vous dirais, 75% ou même plus des passagers sont des Autochtones, des Inuits qui remontent, des Inuits des Naskapi qui remontent chez eux ou qui viennent magasiner à cette île sur la côte nord. Donc, le fait de faire tout ce voyage-là en train, 14 heures aller, 14 heures retour, ça permet des échanges que je n'avais jamais pu avoir autrement. Ouais, là, des confidences, des échanges, beaucoup de rires. Donc, ça, c'était extraordinaire. Ouais. Et j'ai fait un reportage d'ailleurs. C'est ce que je disais, c'est un pur roman, on est vraiment dans le roman, mais voilà, on est aussi on sent que ben, voilà, tous ces gens, tous ces lieux, enfin voilà, vous les avez testés, vous les avez aimés, vous avez envie d'en parler. Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est quand même une énorme bouffée d'oxygène. Moi, j'ai adoré parcourir avec Marie ces étendues vierges enneigées. C'est extrêmement vivifiant, mais c'est très magique. Hein. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais comment il est, ce Grand Nord? Comment vous le voyez? Est-ce que c'est plutôt apaisant ou est-ce que c'est hostile? Ou est-ce que c'est les deux, finalement? Je n'ai pas compris le premier, vous avez dit hostile ou? Est-ce que c'est apaisant? C'est-à-dire que quand on est face à ces étendues enneigées, est-ce que c'est c'est apaisant et on lâche tout? Ou on se dit non, on est quand même dans des... Je pense que c'est à la fois magnifique, attirant et effrayant. C'est-à-dire que c'est très, très beau, mais je me dis, tu sais, être seul dans le territoire... Il ne faut pas se perdre. Pardon? Il ne faut pas se perdre. Non, c'est sûr. Mais c'est effrayant parce que c'est les grandes étendues blanches, et quand il y a des tempêtes en plus par là-dessus, ça peut être effectivement effrayant. Il y a énormément de périls, il y a beaucoup de dangers, il y a des animaux sauvages, il y a le grand, grand froid. Donc j'en parle beaucoup. Cette blancheur-là, moi, ça m'a fascinée. Et c'est un des thèmes du roman aussi, tout ce qui est blanc, la neige, la solitude, l'ennui et aussi le noir. En fait, c'est des paysages blancs et noirs parce que la nuit peut être très, très longue hein, au nord. Donc c'est ça, c'est à la fois... Marie, elle est bien dans son train à sillonner ces paysages-là parce qu'elle aime beaucoup profiter de sa liberté et la solitude parce qu'elle est contente d'être toute seule dans sa cabine pour pouvoir écouter sa musique parce qu'on a le droit d'écouter de la musique en conduisant le train. Et puis, elle est heureuse dans sa solitude aussi. Elle aime mieux ça que d'être avec un collègue avec qui elle n'a pas envie d'échanger parce que de toute façon, en plus, elle se fait un peu rejeter par les collègues. Mais ces collègues-là, elle les retrouve quand même quand elle est obligée parce que ils doivent s'arrêter au bout de 7 heures de conduite de train. Elle doit s'arrêter la nuit. Et là ben, comme dit la cuisinière, parce qu'il y a une autre femme qui travaille, un autre personnage de femme qui est la cuisinière du camp, elle dit que les bêtes les plus dangereuses dans le coin, ce n'est pas celles qui ont 4 pattes, c'est celles qui en ont juste 2. Quand je lisais un peu toutes ces descriptions, je pensais au livre de Jean-Paul Dubois, donc le dernier prix Goncourt, parce que Jean-Paul Dubois parle très très bien, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est le Grand Nord, parce que pour moi, tout est un peu lié. En tout cas, de ce Nord un peu hostile. D'ailleurs, dans un de ses romans, il se perd, il pense qu'il va mourir. Oui, je ne sais plus lequel, mais effectivement. Ouais. Et pareil, voilà, on oscille entre la magie et puis, comme vous avez dit, la quiétude. On se dit, mais il ne faut pas se perdre parce qu'on est mort. Mais, la folie aussi, parce qu'on peut devenir fou avec, comme on peut devenir fou avec les grandes chaleurs. Donc, je parle un peu de ça, la moque, là, comme dans un roman de Stefan Zweig. C'est de devenir fou justement à cause de cette immensité, de cette blancheur permanente et de cette solitude et le néant, en fait. Donc, tout ça, c'est fascinant et c'est très... moi, je trouvais que c'était un cadre intéressant pour planter un roman. Alors, vous en profitez aussi dans ce livre pour pointer les problèmes écologiques et dénoncer le non-respect de l'environnement et puis bien sûr l'exploitation forcenée parfois de la terre au profit de l'industrie, notamment avec les mines. D'ailleurs, on ne sait pas tout de suite, mais c'est le combat principal du personnage masculin du livre. Oui, on ne va pas trop dévoiler. Non, on ne va pas dévoiler même. Effectivement, les compagnies minières aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes qu'il y a 60 ans. Elles vont vous dire qu'elles font très attention à l'environnement, etc. Mais pendant que j'écrivais mon roman, moi, pendant que j'étais là-bas à Shefferville, j'en ai vu beaucoup la poussière rouge envahit tout. Tu reviens à l'hôtel, tu es couvert de poussière rouge. Donc, le rouge, non seulement la poussière, mais également va pouvoir colorer et polluer les cours d'eau. Pendant que j'écrivais mon roman, j'écrivais une scène de mon roman et au même moment, on a vu passer partout cette photo d'un ours polaire complètement rougi dans de l'eau rouge. Et là, c'était des déversements
de compagnies minières en 2018. Donc, on a beau nous dire que c'est plus les mêmes qu'il y a 60 ans, il y a encore des choses qui se passent et qui sont déplorables au point de vue de l'environnement. Donc, je ne vais pas dire que toutes. Moi, je n'ai pas nommé une minière en particulier. J'ai fait un amalgame de plusieurs compagnies. Mais oui, c'est vrai. Et bon, à la fois, ces compagnies-là vont aussi apporter du développement dans la région. Elles vont créer des emplois, donner de la formation. Donc, il y a les deux. Il y a les deux. C'est un peu... donc, ce n'est pas toujours facile pour les communautés de se décider, est-ce qu'on veut un développement, on veut accroître le développement minier, on veut en finir avec le développement minier, est-ce qu'on veut avoir les emplois qui vont avec, etc. Donc, c'est très divisé, très polarisant dans les communautés. C'est en tout cas ce qui en est ressorti. C'est partie de mes questions, effectivement. On est entre ce grand Nord qui s'abîme ou qui a été abîmé, et puis qu'il faut bien nourrir les familles. Et finalement, la mine, ça. Oui, donc c'est ça. C'est pas, comme, au sein même des familles, les gens ne sont pas toujours d'accord. Donc, moi, ça m'a fait un peu plonger dans le 19e siècle, dans le Nord canadien. J'ai une série canadienne, québécoise, pardon, que j'ai beaucoup aimée, qui était les pays d'en haut. Ah oui, okay. Et finalement, je me suis dit, mais il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai l'impression que... non, mais j'ai l'impression que les pays d'en haut, ça se passe dans les Laurentides, puis on dit le Nord, mais c'est vraiment au nord de Montréal. C'est à une heure. Oui, non, c'est pas la même chose. On a l'impression que... Non, mais voilà, toutes ces terres qu'il faut défricher pour qu'on s'en sorte, pour qu'on ne parte pas, pour que les gens restent sur place, pour qu'il y ait du travail pour chacun. Voilà, c'est juste... ça, mais il y a aussi un grand plan, le plan Nord qui a été... lancé par le gouvernement du Québec, ça fait 10 ans cette année, en 2011, pour développer de façon durable le nord du Québec. Et là, on parle des 3 nords dont je parlais tout à l'heure, donc les 3 régions du Québec. Le nord du Québec, il y a la Côte-Nord et puis il y a le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ces 3 régions-là, donc développer à la fois les ressources minières, hydroélectriques, bon, ça, on avait déjà les barrages et tout, mais donc, et d'autres minerais aussi. Et puis, développer le tourisme. Donc, en fait, il y a un grand plan qui a été lancé en 2011 qui est censé être, le développement est censé être fait avec les communautés locales, dans les différentes communautés autochtones, les Premières Nations, les Inuits. Donc, ça se fait. Il y a quand même, maintenant, tout n'est pas décidé sans eux, là, ça c'est clair. Et ceux qui prennent les décisions, des fois, au sein même des communautés, ils ne sont pas nécessairement à l'aise ou d'accord avec la décision qui a été prise. Ça, j'ai pu le voir à quelques reprises. Mais voilà, donc en fait, il y a un très gros plan de développement du Nord. Le Nord est très peu connu des Québécois. C'est très rare, les gens qui vont au Nord. Le Nord dont vous parliez tout à l'heure, des pays d'en haut, ça, il y a beaucoup de Montréalais qui vont là. Mais le vrai Nord... le Grand Nord. Moi, j'en connais pas beaucoup qui sont allés, à part de travailler dans la mine. Et puis, il y a du tourisme de chasse et de pêche. Donc, il y a les amateurs de chasse et de pêche qui vont dans le nord. Mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui est monté à bord du train non plus. Là, mais c'est une belle façon de découvrir notre territoire. 14 heures les 14 heures, ça ne donne pas spécialement envie de monter. Oui, mais c'est beau. Oui, non, mais c'est intéressant. De façon sociologique, le voyage est intéressant. Alors, dans ce roman, donc, il y a une histoire d'amour qui est un peu étrange. Puisque Marie donc, est sauvée par ce bel homme mystérieux qui vient de nulle part. Moi, je me mets à la place de votre éditeur quand il doit être placé dans une catégorie pour sa diffusion. Ah, c'est pas facile. Il se dit, mais je le mets où, ce livre? Alors, ça peut être aventure. Aventure, parce que bon, c'est vraiment de l'aventure. Son métier, c'est un métier d'aventurière aussi. C'est une aventurière elle-même, le personnage principal. Et j'ai eu la qualification de roman noir avec beaucoup de blanc aussi, parce que c'est un roman noir qui se passe dans des territoires de blancheur et tout. Donc, un suspense, un thriller. Mais c'est intéressant parce que il y a aussi l'histoire d'amour dans tout ça. Le suspense, il n'arrive pas tout de suite, quoi. Non. C'est là où on est surpris, c'est que quand il arrive, on se dit « Ah tiens, je ne pensais pas qu'on allait tomber là-dessus. » Moi, je raconterai un peu sur le personnage de Marie qui est génial. Elle a été inspirée par une femme géniale. Elle est forte, cette Marie. Mais elle se bat aussi contre ce racisme anti-femme qui peut exister, qui peut déranger. Elle dérange, Marie, vous l'avez dit, elle en bave.
Mais là aussi, vous l'avez dit, cette solitude de conduire ce grand train au milieu de nulle part, ça l'emporte sur le reste. Ça la fait tenir face à ses collègues, face aux vacheries, face aux humiliations. Est-ce que votre mari à vous, elle avait une revanche à prendre sur la vie? Est-ce que ce combat, c'est son combat de choses… Là, vous voulez parler du personnage de roman, hein, du personnage, ce qu'on ne sait pas toujours. Comme en fait, Marie, donc le personnage, l'héroïne du roman, elle est, comme je disais tantôt, en quête d'elle-même. Elle n'a pas connu sa mère. Donc, de revenir, de traverser ce territoire-là où sa mère a vécu, c'est aussi une quête pour elle d'essayer de se trouver elle-même en allant le plus loin possible. Et ça, j'aime cette idée-là d'essayer de se trouver soi-même parce que c'est pas toujours évident. Puis elle, a fortiori, parce qu'elle n'a pas connu sa mère, son père est français, donc mais de là à dire qu'elle a une revanche à prendre, non, mais c'est ça. Une quête de soi. Ouais. C'est plus ça. Oui. Ouais, une quête de soi. Oui, exactement, c'est ça. Puis le fait d'être nomade, en fait, le nomadisme, c'est aussi une quête parce que la première phrase au tout début du roman, celle qui est en exergue, la citation de Jean Désy que j'ai mise au tout début, pour moi, c'est, si vous voyez avant le début du roman, là, partir pour un nomade, ce n'est jamais fuir, c'est plutôt rester en quête. Oui, ben c'est ça qui illumine, cette idée-là qui a illuminé tout mon temps d'écriture. J'y pensais à ça et je trouve ça très beau, très vrai. Phrase, Jean Désy, c'est un auteur québécois qui écrit beaucoup sur le Nord. Alors, donc, Fille de fer, sorti en 2019, dont Isabelle nous parle aujourd'hui, son second roman qui est disponible sur l'ensemble des États-Unis, sur Rencontre des auteurs francophones et à la boutique French Week si vous habitez New York. Voilà. On va parler un peu de votre actualité. Donc, actualité journalistique, donc bientôt un petit retour en France. Oui, ça, je ne sais pas encore exactement comment ça va pouvoir se concrétiser là, avec toutes les restrictions sanitaires. Mais l'actualité journalistique, c'est de préparer ce nouveau hors-série de l'Express qui sortira à la rentrée. Donc là, on essaie de faire des reportages vraiment sur le terrain. Donc là, ce n'est pas vraiment un scoop, mais oui, je suis en train de faire je prépare, quand je vous disais que j'allais être sur le terrain la semaine prochaine, je vais rencontrer des infirmières françaises qui travaillent dans des hôpitaux ici à Montréal. Comme je disais, c'est vraiment un des secteurs, la santé, où on a énormément besoin de monde. Et plusieurs entités du ministère de la Santé dans Montréal, par exemple, vont recruter directement en France pour les faire venir ici. Alors là, je vais passer une journée comme ça dans un hôpital montréalais pour voir comment elle s'accommode justement avec le parler local, les nouveaux noms des médicaments, les coutumes, les habitudes. Il faut regarder au secours de Béatrice pour comprendre le monde hospitalier. Mais moi, j'ai des références. Hein. Ah oui, je vois ça. Moi, les séries québécoises n'ont aucun secret pour moi. M'entends-tu aussi? Vous avez regardé M'entends-tu aussi, je pense, hein? Pas du tout. Elle m'a échappé, celle-là. Il faut la voir. Ouais. OK, merci. Elle est sur Netflix. Merci, je vais m'y mettre. Alors, votre actualité, c'est aussi ce troisième roman qui est sur votre ordinateur. Il en est où, ce troisième roman? Il est prévu? J'en suis au tiers à peu près. Ah, il y a du travail encore. Oui, il y a du travail encore. Mais là, c'est ça, il va être publié en 2022. Donc, j'ai encore du temps. J'ai encore jusqu'à la fin de l'année pour rendre mon manuscrit. Donc, j'essaie de jongler entre le journalisme et l'écriture de fiction, là, mais ça avance bien quand même. Moi, je suis contente. Là. Toujours chez le même éditeur? Toujours chez Québec Amérique, oui. C'est une très bonne maison. Alors, j'aime bien finir toujours avec un petit questionnaire de Proust. Le livre du moment, vous lisez quoi en ce moment, Isabelle? Je lis La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard, que m'a prêté une amie qui m'en a fait, qui va peut-être m'écouter, qui m'en avait beaucoup parlé. Et je ne sais pas si vous avez lu cette série norvégienne-là. Donc, c'est le premier tome et c'est très, très beau, très intéressant. J'aime ça. C'est très lent, mais on entre vraiment dans la vie de… Et juste avant, j'ai adoré Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné.
Ah, qui je aurait connais dû pas. Ouais, gagner, qui n'a pas j'aime gagné le beaucoup prix Goncourt, l'auteur. mais Ouais, j'aime beaucoup l'auteur. Je connais pas ouais. ce livre en particulier, mais j'aime beaucoup l'auteur. Je vous suis là-dessus. Un livre de chevet, un livre que vous avez lu plusieurs fois, dont vous parlez avec des petites étoiles dans les yeux, que vous aimez offrir, par exemple. S'il y en a un en particulier ou Oui, il y en plusieurs. a plusieurs. Ouais. J'aime beaucoup particulièrement Stéphane Zweig. J'ai lu et j'ai beaucoup offert La pitié dangereuse. Sinon, tu sais, je vais souvent offrir des livres que je viens de lire et que j'ai Ouais. particulièrement aimés. Donc là, je vais parler d'un roman d'une collègue et amie québécoise, mais qui en est à son 7e ou 8e roman. C'est Méduse de Martine Desjardins. Martine Desjardins, qui est une auteure québécoise que j'adore, pas seulement parce que j'ai travaillé avec elle, mais c'est ça, elle a vraiment un monde particulier. Et Méduse, c'est un conte féministe vraiment absolument génial. Je vais vous envoyer les références après Exactement. à la maison Il va d'édition rejoindre Alphée. ma table de nuit. Je vais prendre des vacances. J'ai Ouais. tellement de choses formidables à lire, il faut que je prenne des vacances. Un auteur, donc à part celle dont vous venez de nous parler, un autre auteur qui est important pour vous? Ben, c'est sûr que moi, donc parmi les auteurs québécois, je suis une fan, j'adore Michel Tremblay, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quand même plusieurs années. Michel Tremblay, qui a écrit toutes les chroniques du plateau Mont-Royal, qui décrit un plateau Mont-Royal qui n'est pas du tout celui où les Aujourd'hui. Français vivent aujourd'hui, qui était un quartier populaire avant. Donc, j'ai lu tout de Michel Tremblay. Alors justement, un lieu à Montréal qui est votre lieu à vous, vous aimez vous ressourcer ou juste prendre un café, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lieu quand ça ne va pas ou quand ça va d'ailleurs, où vous aimez aller? J'aime beaucoup les parcs, moi, donc j'aime beaucoup le parc La Fontaine. J'ai habité là longtemps, tout près du parc La Fontaine, donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller courir là quand je suis à Montréal et me promener ou m'arrêter pour. Même l'hiver, c'est magnifique là, de voir les gens qui. On peut patiner sur le lac qui est Ah oui. glacé, puis il y a des enfants qui glissent sur les petites buttes. Donc, j'aime beaucoup le parc La Fontaine. J'adore aussi le Mont-Royal. Donc, avec le confinement, on n'a pas beaucoup voyagé, mais on a marché beaucoup dans la ville et monté plusieurs fois tout en haut du Mont-Royal, qui est vraiment un oasis de verdure en plein milieu de la ville. Donc, c'est un de mes D'accord. coins préférés. Oui, Et alors en France, alors à Lille peut-être, puisque c'est votre nouveau oui. chez vous Bon, mais moi, français. alors j'adore l'île, mais j'adore aussi Paris, hein. J'ai Ouais. étudié à Paris, puis c'est vraiment ma ville, ma deuxième ville, je dirais. Donc, Alors est-ce qu'il Paris. y a un lieu à Paris en particulier? J'aime Paris, j'aime tout dans Paris. Je vais me promener, je vais marcher pendant des heures et des heures sans jamais m'ennuyer. Je peux traverser Paris d'un bout à l'autre dans la même journée. Mais j'affectionne particulièrement le Jardin du Oui, j'allais Luxembourg, vous demander justement, puisqu'on parlait le de parc parc. Ouais. Montsouris, donc tous les parcs, Ah, bien sûr, c'est toute des ma beaux jeunesse, coins. c'est des lieux qui me parlent. Ouais. Alors, un lieu dans le monde où vous pourriez vivre, parce que comme vous avez beaucoup voyagé, est-ce Ben là, je que... vais parler de Lille parce que Lille, c'est ça, c'est vraiment la ville où je me suis trouvée. J'étais allée en reportage quand je vivais à Paris. Et puis, quand il a été question de vivre en Europe, on cherchait un lieu qui soit assez central. Puis Lille, c'est extraordinaire pour ça. D'abord, c'est une ville magnifique, d'une grande beauté. À chaque fois que tu passes dans un coin de rue, c'est toujours beau. Il y a toujours un petit coin à découvrir. Et puis, donc, les gens sont hyper chaleureux. Il y a des bons restaurants. Puis après, bon, tu peux aller à Londres en si peu de temps, à Paris en moins d'une heure. En Donc, Belgique, et un peu partout, c'est vrai. en Belgique, c'est Alors, très central et c'est une très belle ville et c'est très agréable à vivre. Et il y a le parc de un la parc. Citadelle. Ben, j'ai l'air d'être folle des parcs, mais le parc de la Citadelle, parce que je suis une coureuse, hein, alors le parc de la Citadelle à Lille, c'est l'endroit que je préfère dans Que le vous monde entier pour affectionnez. courir. Ah C'est oui, waouh! extraordinaire. Oui, c'est une citadelle Vauban et puis il y a tout un parc autour et on peut courir autour de l'étoile de la Citadelle. Et ouais, ça me Ouais. manque. J'ai hâte de retrouver. J'ai un voyage à Lille prévu l'année prochaine. Ah Je vais ben, vous essayer de ne viendrez. pas manquer le parc. Non. Exactement. On vous parlait tout à l'heure, il y a quelques minutes, de, de nourriture, de gastronomie. Est-ce qu'il y a une spécialité québécoise qui est votre spécialité à vous? Ma spécialité, moi, c'est le pudding chômeur. Alors, c'est quoi? Le pudding Il faut chômeur, nous c'est expliquer. d'abord, premièrement, c'est la première année que j'en fais moi-même parce que jusqu'à présent, j'allais toujours le manger au resto. Mais là, comme tous les restos étaient fermés, j'ai décidé de commencer à en faire. C'est fait avec de la crème, du sirop d'érable et puis de la farine. Et c'est très sucré, c'est assez lourd.
mais Oui, c'est c'est bon. délicieux. C'est délicieux. L'hiver, quand il fait froid, là, un bon pudding chômeur après être allé courir, c'est extraordinaire. Je suis pas sûre qu'il faille pas faire le contraire, peut-être manger et aller courir après. Non, 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 parce que là, tu ne peux pas courir, c'est trop. Non, je prends plutôt après. Mais oui, Alors, c'est ça. un plat français qui vous fait saliver quand vous arrivez en France, vous précipitez pour. Il y a quelque chose. C'est tant on mange français partout, j'imagine, comme on veut à Montréal. Oui. Là, je voulais citer. Ah oui, ce que j'aime beaucoup à Lille, c'est les moules. Moules Mais là, frites. les moules avec ce fromage extraordinaire. Mais là, le nom m'échappe. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y a un fromage particulier là, du Nord, là, mais qui n'a pas un parfum de rose. Là. Mon Dieu, j'ai perdu le nom. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que notre Malheureusement. ami Les Marc amis Capel ou Fabienne, nous mettront ça en commentaire. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Alors, une expression québécoise incontournable. C'est quoi votre expression québécoise que vous balancez tout au long de la journée? Je ne vais pas la dire à la... Je vais pas la dire. Alors, je sais laquelle c'est. Alors, pour terminer, puisqu'on est en direct avec New York, est-ce que vous connaissez New York? Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce que c'est une ville que vous aimez, que vous n'aimez pas? Oui, j'adore New York. Oui. Et quand j'étais jeune avec mes parents, les Québécois souvent vont à New York faire un petit pèlerinage à Pâques. C'est comme le week-end. Beaucoup de gens allaient à Pâques à New York. Et puis, oui, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Donc, Ah, c'est bah lui alors c'est qui une est grande cher à notre histoire. cœur. Ouais. Eh bien voilà, ouais, je ne savais pas, mais on a bien fait de finir comme ça, parce que du coup on a fini avec une histoire d'amour, j'aime ça. Donc histoire d'amour, aventure, connaissances sociologiques, environnementales, il y a tout dans Fille de fer. Donc je vous invite à lire ce livre qui m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, en toute honnêteté, je crois que je l'ai lu il y a plusieurs mois, vous m'avez envoyé il y a plusieurs mois. Oui, peut-être l'automne dernier. Ouais, et habituellement, je suis incapable de retenir un livre, parce que j'en lis effectivement à peu près deux par semaine, mais je n'ai pas eu besoin de relire le livre. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare chez moi. Pour préparer mon interview, j'ai relu quelques petites notes personnelles sur votre parcours, mais je n'ai pas relu le livre. Ce livre, il était mais complètement en moi, il est resté complètement en moi. Et donc ça, voilà, c'est un joli compliment que je vous fais parce que c'est rare que même des livres que j'adore restent en mémoire, et celui-là est vraiment resté en mémoire. Merci Isabelle d'avoir été là. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette vidéo sera disponible dans quelques minutes ad vitam aeternam sur Rencontre des auteurs francophones. N'hésitez pas à la partager et puis n'hésitez pas à commander le livre d'Isabelle. On se retrouve bientôt Isabelle pour notre interview. Oui, hein? J'espère à New York. Merci, au revoir. Bye. Merci beaucoup.